Je vous propose de prendre un peu de temps pour davantage aider vos enfants à apprendre et surtout à apprendre mieux. Rien de mieux pour ça que de suivre une formation Montessori qui vous donnera tous les outils, ou bien pour faire du co-schooling en parallèle de l'école, ou bien pour préparer, pourquoi pas, une année d'instruction en famille avec vos enfants. Toutes mes formations Montessori sont actuellement ouvertes, n'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Je vous laisse à votre écoute, à très bientôt. Je vous propose de prendre un peu de temps pour davantage aider vos enfants à apprendre et surtout à apprendre mieux. Rien de mieux pour ça que de suivre une formation Montessori qui vous donnera tous les outils, ou bien pour faire du co-schooling en parallèle de l'école, ou bien pour préparer, pourquoi pas, une année d'instruction en famille avec vos enfants. Toutes mes formations Montessori sont actuellement ouvertes, n'hésitez donc pas à y jeter un coup d'œil. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Je vous laisse à votre écoute, à très bientôt. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourissettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Dans la pédagogie Montessori, et je vous en parle souvent, on essaie de rendre tous les domaines, y compris les mathématiques, aussi concrets que possible. On utilise pour ça tout un matériel sensoriel, mais en ce qui concerne les maths, on ne s'arrête pas là. On profite aussi de toutes les occasions dans la vie quotidienne pour faire des mathématiques. Aujourd'hui, j'aimerais donc partager avec vous 10 grandes idées pour rendre les maths concrètes au quotidien. Je ne voudrais pas que ça reste une science abstraite réservée au banc de l'école et qui ne trouverait aucune application dans la vie de tous les jours de nos enfants. Alors que vous allez le voir, on utilise les maths tous les jours. Le premier grand domaine dont je voudrais vous parler, il est lié à notre expérience récente dans la famille de notre aîné qui est au scout, qui a 14 ans, et qui, cette année, se retrouve être l'intendant et le cuistot de sa patrouille. Une patrouille, c'est un groupe de 5 à 8 scouts qui campent ensemble, et donc tout au long de l'année, ils vont passer une journée dans la nature ou, plus régulièrement, des week-ends. Et à chaque fois, il faut donc préparer l'intendance et faire la cuisine. Et donc ça, c'est le rôle de notre fils. Chacun dans la patrouille a un rôle spécifique, ça c'est son rôle. Eh bien, il a dû apprendre différentes choses. La première partie, c'est vraiment son rôle d'intendant. Et c'est quelque chose que vous pouvez très bien proposer à vos enfants dans la vie de tous les jours. Parce que là, mon fils fait l'intendance pour sa patrouille au scout, mais votre enfant pourrait très bien participer avec vous à l'intendance et aux courses de la famille, tout simplement. Eh bien, dans son rôle d'intendant, il a dû apprendre à faire des menus équilibrés. Qu'est-ce que ça veut dire des menus équilibrés ? Ça veut dire des menus avec, entre autres, des quantités de protéines suffisantes. On parle d'adolescents, de jeunes garçons, qui ont de forts besoins nutritionnels pour pouvoir grandir correctement, surtout qu'ils font beaucoup d'efforts physiques. Là encore, le week-end dernier, ils étaient sous la neige, en raquette, pendant tout le week-end. Donc, autant vous dire que l'intendance était fondamentale. Donc, il faut pouvoir avoir suffisamment de protéines, le tout en respectant le budget de la patrouille. Donc, il faut trouver des menus qui soient le moins chers possible et qui restent tout de même bons. Donc, il y a toutes sortes de calculs que doit faire mon fils et que doit faire tout parent chargé des courses à la maison entre la quantité nécessaire de viande ou de légumineuses pour apporter des protéines et leur prix au kilo pour savoir ce qui va coûter le moins cher pour une portion de protéines satisfaisantes. Par exemple, moi je considère que une portion adulte, c'est à peu près 120 grammes de viande. Si ce sont des légumineuses, je passe plutôt à 180 ou 250 grammes de légumineuses. Bon, c'est ma façon de compter, chacun fait comme il veut. Même pour les féculents, on compte souvent 60 grammes crus. Bref, il y a des quantités qui existent. Et quand on fait l'intendance pour un week-end scout, c'est extrêmement important. Même chose pour la quantité de fromage. On dit qu'il faut 30 grammes par personne. Donc, est-ce que je peux prendre un seul camembert ou est-ce qu'il m'en faut 2 ?
Tout ça, c'est important. Et c'est encore plus important pour les scouts parce qu'ils ne veulent pas se surcharger pour rien. Ils ne veulent pas dépenser des sous de leur budget pour rien parce que leur budget est limité pour l'année. Budget qui est payé par la contribution des parents au début d'année, hein, donc on n'a pas envie de remettre des sous. Et donc voilà, il y a toutes sortes de calculs à faire. Idem pour les légumes. Combien de grammes de légumes par personne? Si ce sont des courgettes ou des petits pois, est-ce que j'en mets autant? Combien de fruits par personne si ce sont des fruits en boîte, par exemple des fruits au sirop. Bref, il y a toutes ces quantités qui sont intéressantes. Mais ça ne s'arrête pas à la préparation des menus. Dans l'intendance, il y a aussi le fait de faire les courses. Et pendant qu'on fait les courses, on va chercher évidemment à optimiser le budget. Même chose quand on a charge de famille, hein. Eh bien, c'est l'occasion de jouer énormément avec les pourcentages. Vous avez sûrement remarqué que les magasins aiment bien nous faire des petites blagues et nous mettre des calculs de pourcentage aussi compliqués que possible, tout simplement pour nous pousser à l'achat en nous proposant des offres qui paraissent plus alléchantes qu'elles ne le sont en réalité. Par exemple, le fameux, en tout cas fameux chez Leclerc où on va, nous, le moins 68% sur le deuxième produit acheté. Alors d'accord, mais ça me fait quoi ça? Bon, en fait, ça fait une remise de 34% sur les deux produits. Ça aide du coup à remettre les choses en perspective parce que moins 68%, ça paraît gigantesque. Moins 34%, c'est pas mal, mais c'est pas autant. On va aussi s'amuser à comparer et à calculer les prix au kilo. Parce qu'entre différents contenants, en fait, on va s'apercevoir que parfois, la boîte de conserve avec la plus petite quantité est moins chère au kilo que la boîte de conserve avec la plus grosse quantité. Ce qui n'est pas spécialement logique. Donc ça vaut le coup de calculer, de comparer les prix au kilo. Et puis on a parfois des bonnes blagues quand on fait les courses. Alors ça, c'est pas seulement pour les courses alimentaires, hein. C'est très fréquent pendant les soldes. Emmenez vos enfants faire les soldes avec vous, n'y allez pas seuls. Et montrez-leur les panneaux du style, vous savez, quand on en est à 1 ou 2 semaines après le début des soldes, on commence à voir des choses comme 10% supplémentaires sur les articles déjà soldés. Alors à votre avis, 10% supplémentaires sur un article à moins 50%, ça fait combien? Ben non, ça fait pas 60% de réduction. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. 10% supplémentaires par rapport à 50% de réduction, on se dit ça fait 60%. Ben non, c'est 10% sur le montant déjà soldé. Donc c'est 10% d'un article qui est déjà à moitié prix. Donc au total, ça fait seulement une remise de 55%. Montrez à vos enfants ces petits trucs, ces astuces. Apprenez-leur à ne pas se retrouver piégés par le marketing. Et vous allez voir que c'est une compétence qui leur servira toute la vie et qui va les intéresser. Vous voyez déjà, rien que sur cette première idée, préparer des menus, faire l'intendance, faire les courses en famille, c'est l'occasion de travailler énormément de choses. Des calculs de quantité, on multiplie par le nombre de personnes, etc. Des calculs de pourcentage, des calculs de prix au kilo, etc. Des divisions, bref. C'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Deuxième idée, eh bien, une fois qu'on a fait les courses, on va cuisiner. Et alors, quand on cuisine, on apprend plein de choses. Je vous encourage vraiment à cuisiner dès le plus jeune âge avec vos enfants. Parce que au-delà, évidemment, de l'apprentissage des saveurs, du plaisir de cuisiner, du super moment familial qu'on passe quand on cuisine ensemble, on acquiert plein de compétences en mathématiques. Par exemple, des compétences autour des quantités. Mesurer des volumes, mesurer des poids, donc les unités de volume et de poids correspondantes. Ah, comment est-ce que je convertis des centilitres en litres ou en millilitres, des grammes, des kilogrammes? Tout ça, ça va être extrêmement intéressant. Moi, je me souviens encore de quand j'étais petite en école Montessori et que j'apprenais les volumes avec toutes sortes de récipients gradués, avec différentes contenances, et que j'étais dans une salle de bain à verser et transvaser différents volumes d'un contenant dans un autre. Et je convertissais, comme ça j'apprenais les unités, les millilitres, les décilitres, etc. Et je trouvais ça passionnant et rigolo, tout simplement. Et puis, en cuisinant, on va aussi travailler la proportionnalité. Par exemple, si vous avez une recette qui est pour 2 personnes, mais que vous êtes 6 à la maison, on va tout multiplier par 3. Ou à l'inverse, une recette qui est prévue pour 6, mais vous n'êtes que 4.
Alors là, il va falloir diviser par 3 et multiplier par 2. Et tout ce travail de calcul de proportionnalité, là aussi, ça va être extrêmement formateur pour les enfants et ça va ancrer les choses dans le réel. Troisième idée pour rendre les maths concrètes, partager. On reste encore un petit peu dans le domaine culinaire, hein. Comment faire quand il faut partager des gâteaux, des bonbons, des pizzas? On va couper, on va faire des fractions. C'est là, par exemple, que nos enfants m'ont agréablement surprise. Un soir où on avait 2 flammes-cuches, qu'il fallait couper, que je ne dise pas de bêtises, qu'il fallait couper en 5. Et bien, pour couper en 5, en fait, mon fils a coupé, une première flamme-cuche en 5, mais sans faire toutes les séparations. En fait, il n'a fait que 3 traits. 2 cinquièmes, 2 cinquièmes et 1 cinquième. Et sur la deuxième flamme-cuche, il a fait pas la même chose, 2 cinquièmes, 2 cinquièmes et 1 cinquième. Eh bien, chacun a reçu 2 cinquièmes, mais il a économisé les traits de découpe des flammes-cuches. Bon, ce serait plus parlant, je pense, avec un visuel, mais je pense que vous avez l'idée. Donc, chaque fois que votre enfant va partager, il va travailler les fractions, ou alors il va travailler des divisions, par exemple, si vous avez 20 bonbons à partager entre 4 enfants. Oui, d'accord, il y a des histoires de couleurs de bonbons, de taille de bonbons, on va pas rentrer là-dedans. Partager des choses, ça peut être partager des crayons, ça peut être partager tout un tas de choses. C'est un apprentissage de la division et des fractions. Quatrième idée, tout ce qui concerne les activités manuelles. Les activités manuelles travaillent en général beaucoup de compétences mathématiques. Par exemple, la couture, qui demande de la précision dans les mesures, dans les unités. Parce que là encore, on va travailler des unités, mais cette fois-ci, des unités métriques de mesure, de distance, des millimètres, des centimètres, des mètres peut-être. Et puis, on va avoir les marges à calculer. C'est-à-dire que parfois, on a un patron, puis il faut couper autour. Et on va rajouter peut-être 2 cm de chaque côté pour des ourlets ou des bordures. Il va y avoir un travail sur la symétrie. Si je fais la manche de gauche, il faut que la manche de droite soit symétrique. Si je veux élargir ou plutôt rétrécir, c'est quand même plus fréquent. Élargir, c'est quelque chose de plus difficile si on n'a pas d'ourlet, si on n'a pas de bordure avec de la marge. Si on veut rétrécir un haut de 4 cm au total, en tour, et bien en fait, on va rétrécir de 2 cm à gauche et de 2 cm à droite pour que ce soit symétrique. Parce que si vous rétrécissez tout à gauche, ça va être très très moche. Ou si vous rétrécissez tout devant et pas derrière, ça va être très moche. Donc vous pouvez rétrécir de 2 cm devant, de 2 cm derrière. Et puis toujours pour la couture, vous avez les formes géométriques à tracer, des diamètres, des circonférences. Le tour de cou, c'est une circonférence. Le tour de taille, c'est une circonférence. Donc tout ça, ça va être intéressant aussi à travailler avec les enfants. Un exemple qui m'a frappée, c'est à l'époque où je faisais de l'encadrement, je faisais partie d'un club d'encadrement. Et régulièrement, il y a des personnes qui se trompaient. Parce que lorsqu'on fait un encadrement, donc on a notre dessin de base qu'on veut encadrer. Et mettons qu'on veuille mettre ce qu'on appelle un passe-partout, une bordure, entre ce qu'on veut encadrer et le cadre. Et qu'on a en tête qu'on veut une bordure de 2 cm. Eh bien, la largeur totale du passe-partout, qui fait tout le tour du dessin, c'est la largeur du dessin, plus 2 cm à gauche, plus 2 cm à droite. Eh bien, je ne vous raconte pas le nombre de personnes qui oubliaient de doubler la marge du passe-partout. Et qui, du coup, avaient un passe-partout qui était trop petit, qui devait recommencer. Donc, si on veut éviter de gaspiller du carton, du papier, etc., là encore, il faut faire des maths. Alors, j'en suis à combien d'idées? 1, 2, 3, 4, 5e idée. Le bricolage. Le bricolage, ça implique là aussi de faire des mesures. On dit souvent qu'il faut mesurer 2 fois pour faire une seule fois. Ou pour acheter une seule fois aussi. Parce qu'il faut prendre les bonnes mesures avant d'aller au magasin de bricolage. Il faut percer au bon endroit. Il faut percer en général au centre. On va prendre des mesures. On va faire des plans. Alors ça peut être des choses
relativement simples. Par exemple, moi j'ai réalisé il y a quelque temps déjà des étagères Montessori, dont d'ailleurs je vous ai proposé un tutoriel sur le blog. Vous pourrez retrouver le lien dans les notes de cet épisode avec les plans de l'étagère et le tutoriel, comment la réaliser. Eh bien voilà, pour faire des plans, j'ai utilisé des maths. J'ai rencontré un jour où je prenais un Blablacar, un jeune homme qui faisait de la ferronnerie et qui me disait qu'en fait, il suivait une formation en alternance et il avait des cours de maths et le prof de maths leur enseignait ce dont ils avaient besoin. Et il m'avait dit qu'il avait réclamé au prof de maths de faire davantage de trigonométrie. Oui, la trigonométrie, le truc dont vous vous êtes dit, ça ne me servira jamais. Bah lui, en ferronnerie, en fait, techniquement, c'était la serrurerie, mais ce qu'on appelle la serrurerie, c'est aussi la ferronnerie. Eh bien, ça utilise apparemment beaucoup de trigonométrie. Donc, il avait besoin de davantage de notions mathématiques. Même chose avec le fils d'une de mes stagiaires qui s'est lancé dans la menuiserie. Eh bien, il doit faire du dessin technique, et pour ça, il a eu besoin d'énormément retravailler la géométrie. Et ça, on a pu l'expérimenter aussi chez nous, parce qu'on est en train de construire un abri pour nos chèvres. Alors, on le construit nous-mêmes, intégralement en froissartage, en tenon mortaise. Eh bien, on passe notre temps à faire des maths. Parce que parfois, c'est plus facile sur un plan de mesurer un angle qu'une distance. Peut-être parce qu'on sait que la pente de notre toit, on voudrait qu'elle soit entre 30 et 35 degrés. Donc, on est parti sur une pente de 33 degrés. Eh bien, on part de cet angle et on en déduit les distances. Et ces distances vont nous donner la taille de nos poutres pour le toit. On utilise Pythagore, on utilise des cosinus, on utilise toutes sortes de choses, en fait, pour faire ces plans, connaître la dimension des poutres qu'il a fallu commander dans une scierie, et puis ensuite, pour calculer, à quel endroit est-ce qu'il faut qu'on fasse notre découpe, avec quel angle on va couper notre poutre pour que les choses s'emboîtent correctement. Alors, c'est fascinant, mais c'est beaucoup de maths appliquées. Et je vous avoue que pour moi, qui suis une matheuse pure, j'aimais les maths les plus abstraites possibles, ça a été un challenge, mine de rien, de faire des maths appliquées comme ça pendant des semaines et des semaines. 6e idée, un peu plus sympa peut-être, vraiment que du bonheur, les jeux de société. Les jeux de société sont de merveilleuses occasions de faire des maths sans même s'en rendre compte. Alors je ne vous parle pas de jeux de société spécialement conçus pour apprendre les maths. Ça existe, mais en général on y prend moins de plaisir qu'à des jeux de société qui ont une mécanique propre, qui ont été conçus par rapport à un thème, etc. Et non pas dans une visée didactique ou pédagogique. Et il y a malgré tout beaucoup de ces jeux qui font calculer et compter, encore une fois, sans s'en rendre compte. Pour les plus jeunes, je vous recommande Punto, Punto. C'est un tout petit jeu. Dans ce jeu, il va falloir comparer des ensembles de points. En fait, on a des petites cartes qui représentent un certain nombre de points, représentés un peu comme sur des dés. Et on va pouvoir poser nos cartes à côté d'une autre carte ou par-dessus une carte qui aurait moins de points. Et bien pour les jeunes enfants, c'est l'occasion de comparer des ensembles de points pour savoir rapidement si on en a plus ou moins que la carte qui est devant nous. Ça, on peut y jouer évidemment, aussi bien adulte qu'adolescent que petit enfant, mais ça a un intérêt, disons, pédagogique pour les petits enfants. Un petit peu plus grand, je répète souvent, parce que c'est vrai, que nos enfants ont en fait appris à compter sur des dés, en jouant d'abord aux petits chevaux et ensuite aux jeux de loi. Je vous promets, ils ont commencé à apprendre à compter avec des dés. Alors, jusqu'à 6. Ensuite, évidemment, on a aussi appris en parallèle avec la pédagogie Montessori. Et puis, dans le jeu de loi, on lance 2 dés. Donc, ils ont commencé à apprendre des additions. Et ils ont commencé à mémoriser leur table d'addition. Puisque, lorsqu'on lance 2 dés, très vite, on a des réflexes. 6 plus 6, c'est le double 6 magique au jeu de loi qui nous fait 12. Enfin bref, voilà, ils ont appris des premières additions, simplement comme ça. Et puis vous avez des jeux où on va compter pour les scores. Alors je vous en mentionne quelques-uns seulement parce qu'ils sont intéressants au niveau de la mécanique. Vous avez la belote, par exemple, qu'on a récemment apprise à nos 2 plus jeunes enfants de 7 ans et 10 ans. Bientôt 10 ans.
Très très récemment, elle leur a appris la belote. On a fait un petit tournoi en famille. On était juste tous les 4, mon mari, ces 2 enfants-là et moi. Eh bien, à la belote, quand on additionne les points à la fin, on additionne le valet qui vaut 2 points, la dame 3 points, le roi 4 points, le 10 il vaut 10 points, l'as il en vaut 11. Ah mais attention, le 9 à l'atout il en vaut 14, le valet à l'atout il en vaut 20. Donc ça fait des calculs, des additions, on essaie de compter assez rapidement parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps sur le comptage. Donc c'est stimulant pour les enfants là aussi. Vous avez également le jeu Seven Wonders. Un jeu merveilleux, vraiment un des meilleurs jeux que je connaisse, j'aime énormément ce jeu. Et dedans, vous avez une mécanique pour compter les points qui est particulièrement intéressante pour un type de carte en particulier, les cartes scientifiques. Les cartes scientifiques peuvent avoir l'un des 3 symboles scientifiques. Eh bien, ces cartes, vous les rangez ensuite donc, par symbole. Vous avez 3 colonnes de cartes scientifiques. Et ces cartes scientifiques rapportent pour chaque symbole le nombre de cartes au carré. Donc si vous avez 2 cartes avec tel symbole, avec par exemple, que je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir une roue, ça fait quelque temps que j'y ai pas joué, eh bien si vous avez 2 cartes avec le symbole roue, ou avec le compas, ça je sais qu'il y a un compas, eh bien ça vous vaut 4 points. 2 cartes au carré, ça fait 4 points. Mais si vous en avez 5, ça vous fait 25 points. Et en plus, vous gagnez 7 points par lot de 3 cartes possédant chacune un symbole différent. Donc vous êtes là à calculer vos carrés plus 7, c'est assez rigolo et ça fait bosser le cerveau. Donc c'est excellent. Un autre jeu que les enfants aiment énormément, et moi aussi d'ailleurs, c'est Star Realms, les royaumes des étoiles. Les royaumes de l'étoile plutôt. Les royaumes étoilés? Je sais pas. Star Realms, c'est un jeu où vous avez des cartes pour indiquer votre score, des cartes qui valent 1, 5, 10 ou 20 points, et vous passez votre temps à gagner et à perdre des points. Donc en fait, à faire des additions et des soustractions. Et c'est assez intéressant parce que comme vous avez ces cartes qui valent 1, 5, 10, 20, ça force à faire des additions et des soustractions en utilisant ces unités-là. Je m'explique. Imaginons que vous ayez 32 points et que vous en perdiez 7. Eh bien, vous allez commencer par enlever les 2 points unités que vous avez, et puis vous allez enlever une dizaine, parce que vous avez une carte qui représente 10, et vous allez mettre à la place 5. Ça va donc vous faire 25 au lieu de 32. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas enlever les cartes une par une, vous n'allez pas enlever 7 cartes qui valent 1. Vous allez enlever 2 cartes qui valent 1 et une carte qui vaut 5. Et donc ça force à penser comme ça, en termes de 1, 5, 10, 20, ce qui est une bonne méthode pour développer le calcul mental. Donc Star Realms, formidable pour travailler les additions et les soustractions. Et puis, allez, un dernier petit jeu pour le bonheur, parce que j'aime énormément partager des idées de jeux. On est très très fan de jeux de société à la maison, et je trouve que c'est une excellente façon de passer du temps en famille. On aime bien regarder des films aussi, mais j'avoue que les jeux de société, c'est quand même un cran au-dessus. Pensez au jeu Skyjo. Il est assez connu, c'est un petit jeu d'ambiance, c'est assez sympathique. Et en fait, dans Skyjo, on doit réduire la valeur totale des 12 cartes que l'on a dans sa main. On va échanger des cartes contre des cartes de valeur plus faible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer d'avoir... on calcule très souvent en fait le total de ces points. À chaque manche, on va devoir additionner tout ce qu'on a dans notre main. Donc ça fait 12 cartes à additionner. Alors si on a des zéros, c'est plus facile, mais voilà, on peut avoir des cartes plus élevées. Donc on passe son temps à chaque manche à additionner le total de nos 12 cartes. Mais comme ça va vite, on s'amuse, et puis on fait une autre manche, et on recommence à additionner, etc. Donc les jeux de société, un excellent outil vraiment pour travailler les maths. Passons maintenant à ma 7e proposition, 7e idée pour rendre les maths concrètes dans la vie de tous les jours. Tenir un budget. Vous pouvez carrément proposer à vos enfants de créer un petit livret avec leur argent de poche. Nous, c'est ce que l'on fait. Alors, au départ, on leur donnait l'argent matériellement qu'ils avaient dans un portefeuille ou une tirelire. Mais très vite, c'est compliqué. Imaginez avec 4 enfants, comment faire pour avoir assez de liquide chaque semaine pour leur donner un peu d'argent de poche. C'était compliqué, sachant qu'on paye de moins en moins de choses avec du liquide, donc on avait très peu de monnaie. Donc, on leur a demandé de se fabriquer un petit carnet papier sur lequel on note l'argent qu'ils possèdent.
Si vous êtes de ma génération, vous avez peut-être eu petit un livret A qui fonctionnait sur le même système. Quand je déposais un chèque de Noël à la banque, c'était tout un événement. Donc j'allais à la banque, je déposais le chèque et on me mettait un petit tampon sur mon livret avec le nouveau montant du livret. Et ben c'est la même chose qu'on fait avec nos enfants et l'argent de poche. Et je vous propose une autre idée que nous n'avons pas mise en pratique à la maison parce qu'on n'en a pas encore vu l'intérêt. Nos enfants ont plutôt tendance à épargner. Ils ont compris cette notion de l'épargne. Mais une idée que je vous suggère si vos enfants ont tendance à dépenser tout leur argent de poche tout de suite sans jamais rien épargner, c'est de leur proposer comme un livret bancaire, comme un livret A, mais à la maison, en leur proposant un taux d'intérêt. Ouais, carrément. Alors un taux d'intérêt peut-être un peu plus élevé qu'à la banque pour qu'ils perçoivent l'intérêt d'épargner. Ça peut être, 2% ou 5% tous les mois. Je sais, ça peut paraître beaucoup, mais l'idée, c'est d'inciter votre enfant à épargner, donc il faut qu'il voit l'intérêt. C'est vrai que quand on voit le taux de nos livrets bancaires, on n'a pas forcément très envie d'épargner très longtemps. On ne voit pas les progrès rapidement. Nos enfants sont impatients, ils ont besoin de voir des intérêts qui s'accumulent un petit peu plus vite. Donc vous pouvez proposer 2% ou 5% tous les mois. Ça reste des petites sommes, hein, je vous encourage pas à leur donner 100 € d'argent de poche par mois. Et premier avantage, ils vont être incités à épargner. Deuxième avantage, c'est que bien sûr, c'est à eux de calculer les intérêts qu'ils ont gagnés. Je vous propose d'adopter le même système que les impôts. C'est-à-dire que c'est à eux de calculer combien ils ont gagné. Et s'ils se trompent, ils ne reçoivent pas leurs intérêts. Oui, vous avez remarqué que pour les impôts, c'est à nous de calculer combien on leur doit, alors qu'ils ont tous les éléments. Et si on se trompe, on paye une amende, parce qu'ils savent très bien combien on leur doit. Bon, petite digression sur le côté absurde du système des impôts. Eh bien là, vous pouvez leur demander de calculer les intérêts que vous leur devez. Et s'ils ont la bonne réponse, ils touchent leurs intérêts. S'ils n'ont pas la bonne réponse, ils ne touchent pas leurs intérêts. Grosse motivation à vérifier ces calculs et à calculer des pourcentages. 8e idée. Impliquez vos enfants dans la préparation des trajets, en particulier quand vous partez en vacances. Mais ça peut mettre même dans des trajets du quotidien. Par exemple, justement, bientôt je dois emmener mes enfants chez le dentiste. Eh bien, je peux leur dire, voilà, on a rendez-vous à 8h20. Voilà le temps que m'indique le GPS. Le GPS m'indique qu'il faut 17 minutes pour arriver chez le dentiste. À quelle heure est-ce qu'il faut qu'on parte, sachant que j'aimerais rajouter 5 minutes de marge pour être sûr d'être à l'heure. Et bien donc, il faut 8h20 moins 17 moins 5. Et donc de calculer ça avec des heures et des minutes qui ne sont pas en base 10. Hein, on a une base 12. On calcule on a 60 minutes dans une heure, donc ça complique un petit peu les choses. Eh bien, tout ça, ça peut être intéressant pour eux. Et pendant les vacances, eh bien, on peut estimer les distances d'un endroit à un autre, calculer un petit peu les vitesses, se dire avec une carte routière, tel endroit, il est à 20 km sur des routes de campagne, on peut se dire qu'on roule à 80 km/h. Allez, sur route de campagne, on va peut-être baisser la moyenne parce qu'on va traverser pas mal de villages où on sera à 50. Donc, mettons qu'on soit plutôt en moyenne à 60 km/h. 60 km/h, c'est à 20 km, donc on en a pour combien de temps? On en a pour 20 minutes. Faites-leur faire ce genre de calcul. Hein, les vitesses, les durées de trajet, les distances, etc. Utilisez donc ces notions de distance, ces notions de vitesse et ces notions d'heure avec les heures et les minutes. Tout ça, ça va être particulièrement intéressant. Parce que c'est vrai que l'unité métrique, c'est-à-dire l'unité scientifique que l'on utilise en physique pour calculer les vitesses, ce sont les mètres par seconde. Mais dans la vie de tous les jours, on utilise les kilomètres-heure. Donc, on calcule avec des heures et des minutes. Et ça, c'est quand même hyper intéressant aussi. C'est une gymnastique mentale qui est intéressante pour vos enfants. 2 derniers points, 2 dernières idées de la vie quotidienne. La première, c'est tout ce qui a trait aux statistiques. Impliquez vos enfants, là on parle d'enfants un peu plus grands, hein. Vous avez remarqué que c'est progressif aussi, je vous ai parlé de fractions, de pourcentage. Bon. Impliquez-les chaque fois qu'il y a des statistiques, par exemple aux infos. Les élections sont un formidable moment pour ça. Tel
tel personnage politique a reçu tel pourcentage des suffrages exprimés. D'accord ? C'est-à-dire que combien de personnes ont voté pour lui ? Combien de personnes se sont déplacées pour voter pour lui ? Et puis, au moment des élections législatives, on a des pourcentages là aussi. Donc c'est intéressant de se dire, tel parti a obtenu tel pourcentage des voix et ils ont tel pourcent de sièges. Sachant qu'il y a des bonus aux vainqueurs, qu'il y a des choses comme ça. C'est intéressant à étudier. On a souvent aussi des statistiques du style, je sais pas moi, le pouvoir d'achat a diminué de 3%, ou 45% des Français de moins de 55 ans pensent que blablabla. Donc, travaillez sur les statistiques avec vos enfants. Parlez des statistiques pour essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire et aussi ce qu'elles ne veulent pas dire. Souvent, les statistiques, on a du mal. En fait, notre cerveau humain a beaucoup de mal avec les statistiques et les probabilités. On interprète très très mal les choses. Par exemple, les gens sont convaincus que, mettons que je veuille absolument obtenir un 6 avec mon dé. J'ai un dé à 6 faces. Je l'ai lancé 10 fois et je n'ai pas eu un 6. La plupart des gens sont intimement convaincus qu'ils ont plus de chances d'obtenir un 6 maintenant qu'ils ont échoué 10 fois. La prochaine fois, ça sera forcément un 6. Non, en fait, il y a une chance sur 6, encore cette fois-là, d'obtenir un 6. Pas plus, pas moins. Sauf si vous utilisez des dés pipés, mais ça, c'est une autre affaire, ça vous regarde. Donc, vous voyez, avoir ce genre de notion, c'est important. Parce que ce sont aussi des biais cognitifs qui font que les gens, par exemple, jouent au jeu d'argent. Ils jouent au casino, ils jouent à la roulette, ils sont convaincus que le rouge est tombé 15 fois, donc là ça va être noir, ça va être forcément noir. Non, il y a toujours une chance sur 2 que ce soit rouge. Et oui, c'est pas de bol que 11 fois de suite ce soit rouge, mais là tout de suite, il y a une chance sur 2 que ce soit rouge, le reste est dans le passé. Voilà, ça peut être intéressant, c'est pas facile même pour nous adultes, donc ça demande aussi peut-être de se former un petit peu sur les statistiques, sur les probas, sur ce qui est réel et sur ce qu'elles disent, sur ce qu'elles ne disent pas. Mais ce sont des compétences intéressantes à transmettre à nos enfants. Et puis le dernier point, qui me tient un petit peu à cœur, c'est faire un travail de logique. Oui, la logique, c'est l'un des domaines des mathématiques. Et la logique, c'était plus précisément mon domaine de recherche à moi, quand je faisais une thèse de mathématiques. J'ai fait un master de logique. Oui, logique mathématique et informatique. C'est extrêmement abstrait, mais c'est aussi passionnant. Et je pense que c'est très intéressant de mettre en évidence la logique et les erreurs de logique en particulier dans ce que l'on entend autour de nous. Par exemple, on confond très souvent la corrélation et la causalité. Petit exemple, alors je suis désolée si je vais briser un mythe pour vous. Le mythe du verre de vin rouge par jour qui protégerait contre tout un tas de maladies. Alors peut-être qu'il y a un petit effet, mais on a observé que dans un pays comme la France, par exemple, où on buvait plus de vin qu'aux États-Unis, il y avait moins de maladies cardiaques en particulier. Et même en France, on a observé que les gens qui buvaient un verre de vin rouge par jour avaient moins de maladies cardiaques que la moyenne des Français. Bon. En fait, il y a une corrélation. Si on prend entre la France et les États-Unis, la différence, elle n'est pas seulement sur le vin, c'est que globalement, les Français ont une meilleure alimentation, plus saine que les Américains. Le verre de vin rouge, c'est juste anecdotique dans cette histoire. On mange aussi plus de légumes, on mange moins de choses, d'huile saturée, etc. On mange moins de choses néfastes pour la santé. Donc c'est une corrélation. Même chose en France, si on compare le taux de personnes qui boivent du vin par rapport à celles du taux de maladie, de personnes qui boivent du vin par rapport au taux de maladie de celles qui n'en boivent pas et qui boivent autre chose, eh bien, c'est vrai qu'il y a des conditions socio-économiques et il y a un environnement qui fait que, en général, quand on boit plutôt du vin, qu'on boit un peu de vin rouge tous les jours, souvent, il y a plus de gens, disons, dans un milieu un peu plus favorisé. Beaucoup de gens boivent de la bière, sinon, au quotidien, dans un milieu moins favorisé. Ou n'ont pas du tout les moyens de boire ni l'un ni l'autre. Alors évidemment, tout ça, ce sont des moyennes, des statistiques. Ça veut dire qu'il y a une corrélation. Ça n'est pas le verre de vin rouge qui
préserverait la santé. Au contraire, il y a toute une étude qui a été faite par la grande revue médicale The Lancet, je crois sur plus de 600 000 personnes, quelque chose comme ça, qui montre que dès un verre de vin par jour, il y a des effets néfastes sur la santé. Alors, moins évidemment que 4 verres de vin par jour, mais il y a quand même des effets négatifs sur la santé. On l'a démontré. Mais voilà, on garde en tête cette idée-là parce que on confond corrélation et causalité. On confond aussi souvent des erreurs de logique. Par exemple, c'est pas parce que A implique B que B implique A. Il y a un célèbre paradoxe qui veut que tous les humains sont mortels, les chiens ne sont pas des humains, donc les chiens ne sont pas mortels. C'est une erreur totale. Si on avait pu dire, je ne sais pas moi, les montagnes ne sont pas mortelles, donc les montagnes ne sont pas humaines. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. On ne peut pas dire les chiens ne sont pas humains, donc les chiens ne sont pas mortels. Voilà, donc c'est intéressant d'aller explorer ces histoires de logique. Pourquoi ? Parce que ça sert dans la vie de tous les jours. C'est convaincre quelqu'un ou se faire convaincre uniquement à juste titre. La société tout entière est remplie d'erreurs de logique. J'ai vu dans un article sur Internet, quelqu'un qui mentionnait par exemple une publicité pour des colonies de vacances enrichies pour enfants intellectuellement précoces. Et il présentait comme argument marketing le fait que 77% des enfants ayant participé à cette colonie de vacances depuis, mettons, les années 2000, ont été admis plus tard dans des études supérieures. Là encore, on confond corrélation et causalité. L'idée, c'est que si ces enfants sont allés dans cette colonie, c'est qu'au départ, ils étaient probablement intellectuellement précoces. Ils étaient intéressés par des challenges intellectuels. Donc, ils avaient peut-être très certainement plus de facilité pour pouvoir faire des études supérieures plus tard. C'est une corrélation. Ça n'est pas parce qu'ils sont allés dans cette colonie nécessairement qu'ils ont fait des études supérieures. Il peut y avoir un lien, mais l'argument ne suffit pas à le prouver. Donc voilà, n'oubliez pas la logique. C'est un domaine important des mathématiques. J'y tiens beaucoup. Je vous récapitule très rapidement ces 10 idées que je vous ai partagées pour rendre les maths concrètes au quotidien. Premièrement, faire l'intendance, les menus, les courses pour la famille ou pour un groupe de jeunes. Cuisiner pour travailler les quantités, les volumes, les poids, la proportionnalité. Partager toutes sortes de choses. Partager des bonbons, des pizzas. Faire des activités manuelles. L'encadrement, la couture, le cartonnage, le bricolage. Le bricolage total, 5e idée, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus consistant à coup de perceuse et de scie. Vous n'êtes pas obligé de construire un abri pour vos chèvres, vous n'avez peut-être pas de chèvres, mais en tout cas, tout le bricolage du quotidien implique un peu de géométrie. Les jeux de société, vraiment là, allez-y, faites-vous plaisir. Apprendre à tenir un budget, par exemple en proposant un livret bancaire, un livret familial où vous proposerez des intérêts à vos enfants pour qu'ils calculent des pourcentages. Préparer des trajets du quotidien ou des vacances, calculer des distances, des vitesses, des durées de trajet. Comprendre les statistiques qui nous entourent, ce qu'elles veulent dire et ce qu'elles ne veulent pas dire. Comprendre les probabilités du quotidien aussi. Et enfin, comprendre la logique et surtout les erreurs de logique dans tout ce que l'on entend, là encore, autour de nous. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, passez une excellente semaine. Votre petite sourisette, Anne-Laure.